Et voilà, Madame Rajay Jabri Mourakiboun est mon invitée, après Mel Kraldi, pour parler de ce dernier tour des élections, pour parler des deux tours des élections. Bonsoir, Rajay. Bonsoir, Amel. Merci pour l'invitation et je tiens à exprimer ma solidarité avec Shamsafen. Merci pour la solidarité, Rajay. Donc, on est arrivé à ce deuxième tour des élections avec... Enfin, je ne vais pas commencer par les petits détails. Je voudrais d'abord avoir, un rapport de Mourakiboun sur cette journée des élections, sur le déroulement, sur les procédures, est-ce qu'elles ont été respectées ou pas. Par la suite, on arrivera aux chiffres si vous voulez. D'accord, merci Amel. Alors brièvement, le déroulement du jour du vote globalement, et ça on l'a dit durant toutes nos conférences ou nos points de presse, globalement ça s'est bien déroulé sans problème particulier, surtout sur le plan logistique. Tout le matériel a été acheminé, l'ouverture du bureau, la présence des représentants, des membres des bureaux de vote et tout. Mais vous savez, Mel, les élections, c'est pas seulement le jour du scrutin, c'est bien que l'ISI, c'est bien qu'on a des IRI régionales qui sont maintenant expérimentées, qui réussissent sur le plan logistique. Oui. Mais les élections, ça on le dit toujours, c'est pas seulement une affaire logistique, c'est pas seulement le jour du vote, c'est tout un processus. Qui doit être conforme à des standards, à des normes en matière de transparence, d'élections libres, démocratiques. Ce qu'on relève nous le jour du vote, c'est que quand même il y a eu certains observateurs ont tout de même eu quelques problèmes, soit au niveau de Mourakiboun ou d'autres associations, pour l'accès déjà au bureau, parce qu'il y a eu certains responsables du bureau de vote qui exigeaient une accréditation où c'est écrit élection en 2023, alors que le premier tour était en 2022 et l'ISI a autorisé la possibilité d'utiliser les mêmes badges. Donc le temps que ce malentendu ou ce manque d'information au niveau des responsables a été résolu. Et puis, comme on l'a annoncé à travers notre page Facebook et durant une conférence de presse commune, collective avec les associations, le refus, quand même au niveau de 15% des bureaux de vote là où on était, de nous donner des informations sur le nombre de votants. Vous savez, Amel, que depuis 2014, Mourakiboun travaille selon une méthodologie bien précise, oui. Et que depuis 2014, on a eu une collaboration de l'ISI, des différents responsables ou chefs de bureau de vote pour avoir tout au long de la journée, à des moments précis, presque pas très loin des horaires d'annonce des taux de participation de l'ISI, on demande le nombre de votants pour que nous aussi, à Mourakiboun, à travers notre méthodologie, on peut donner une estimation du taux de participation tout au long de la journée, pensant que c'est important pour le citoyen de suivre le déroulement du vote. Bon, cette année, il y a eu cette mauvaise surprise. D'ailleurs, on pose toujours la question à l'ISI, pourquoi ce changement de comportement? Pourquoi refuser de donner le nombre de votants à Mourakiboun? Moi, je pense que l'ISI cherchait à avoir l'exclusivité le jour du vote. Mais ceci n'empêche que Mourakiboun a pu annoncer au moins ses estimations pour le taux de participation. Comment est-ce que vous avez fait, Rajay, sans les chiffres de l'ISI qui normalement devaient sortir chaque 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça? Tout simplement, Amel, on n'a pas inventé comme ça des chiffres rien que pour annoncer le taux de participation. Mais nous, le refus était au niveau de 15% des bureaux de vote. Donc on a quand même recueilli les informations d'un grand nombre de bureaux de vote. Donc on a annoncé l'estimation avec une marge d'erreur plus importante. D'habitude, quand il y avait collaboration, notre marge d'erreur était de 0,1-0,2%. Là, on a annoncé des taux avec une marge d'erreur de 0,8%. Donc, on a pu avoir les taux, mais avec un impact sur la marge d'erreur. Voilà. Très bien.
Donc ça, c'était globalement le déroulement du jour du scrutin. D'accord. On arrive, si vous voulez, Roger, aux résultats. Je crois que les résultats définitifs ont été donnés très très rapidement cette fois-ci parce qu'il ne s'agit pas d'un grand nombre ni de candidats, ni de bureaux, ni de votants non plus. Voilà. Oui, donc il y a eu l'annonce rapide des résultats le lendemain même. Alors moi, si vous permettez, Amel, je retiens quand même au moins 4 chiffres importants. D'accord. D'abord le taux d'abstention massive qui se confirme après le premier tour. Presque 10%, presque 90% des électeurs tunisiens ne sont pas allés voter, ne se sont pas déplacés pour les urnes. Je retiens aussi un chiffre important, c'est que le deuxième tour, il n'y a pas eu d'élection à l'étranger. Et ça, c'est vraiment une première. Après une grande déception au niveau du premier tour où il y avait théoriquement des élections dans 3 circonscriptions, France 2, France 3 et l'Italie, mais réellement c'était un seul candidat par circonscription, donc d'office il était gagnant. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, il n'y a pas eu de candidat du tout, et nous avons toujours des sièges vides. Voilà, les 7 sièges, ils sont 7 sièges qui représentent les Tunisiens à l'étranger seront vides dans ce Parlement. Voilà. Je retiens aussi le chiffre que dans ce nouveau Parlement, 16% seulement sont des femmes, qui est vraiment le pourcentage le plus faible depuis 2011. C'est vrai qu'il y a eu des gradations d'une assemblée à une autre, mais on n'a jamais atteint ce taux. On a commencé avec 31% même. Et on s'est arrêté à 23, 2019 à 26%. 26%, je crois que c'est la moyenne internationale, 26%, plus ou moins. Non, il y a quand même des parlements où... Bien sûr, j'ai dit la moyenne, voilà. Mais il y a des parlements où les femmes sont beaucoup plus présentes, évidemment. 16% de femmes représentées dans ce parlement, ça pose... Donc c'est très faible. C'est très très faible. Et puis le dernier chiffre quand même, c'est la tranche d'âge 18-25 ans, où presque seulement 5% se sont déplacés dans les urnes. Donc ce sont des élections quand même... un désintérêt ou un boycott ou un refus total de ces élections par les jeunes. Mais ce qui est plus important, les chiffres, d'accord, on aura le temps de les analyser, mais le plus important, c'est quand même de tirer des leçons de ces chiffres. Et ce qui est décevant, c'est que le lendemain même de l'annonce des résultats, donc nos responsables, même au plus haut sommet de l'État, semble sincèrement ne pas tirer des leçons, ne pas prendre ces chiffres au sérieux, avec des déclarations, la fuite en avant. On est dans le déni. Voilà, le président a demandé de lire la feuille à l'envers. Donc voilà, c'est le déni, c'est la fuite en avant. Et franchement, ça, moi personnellement, je le trouve décevant. Normalement, tout le monde doit assumer sa responsabilité, mettre ses chiffres sur la table, les analyser en profondeur et on passe directement comment on peut remédier, comment on peut corriger tout ça, parce qu'il me semble que nos responsables, ils ne savent pas que le temps qu'ils se permettent de perdre coûte cher aux Tunisiens sur le plan économique et social. Et ça, cette fuite en avant, ce déni, l'entêtement même ne peut mener le pays que vers le chaos total. Est-ce que nous avons les chiffres exacts sur le budget qu'a coûté ces 2 tours des élections, le premier et le deuxième? Ça a été annoncé par un membre du conseil de l'ISI, c'est dans les 69 millions de dinars. L'ISI, je pense, dispose d'un budget de 90 et 69 millions ont été dépensés, mais la quasi-majorité, d'après ce qu'il a dit, c'était des salaires. D'accord. Comme tout à l'heure, on avait mentionné que, par exemple, à l'étranger, il y a 7 sièges qui sont restés vides. Oui. Est-ce que ceci, je ne sais pas si à l'échelle nationale, c'est le cas ou pas, parce qu'on a encore des sièges qui sont vides dans certaines circonscriptions ou non? À l'échelle nationale, non. Est-ce que vous pensez que ce Parlement
va s'installer, va commencer à travailler en ignorant les 7 sièges qui manquent, ou bien est-ce qu'on va procéder à des élections complémentaires? Au début, à la fin de la phase de candidature, l'ISI a déclaré qu'il y aura des élections partielles. Mais par la suite, ils se sont un peu ressaisis pour dire que le nouveau Parlement on attend que le Parlement, une fois il prend ses fonctions, qu'il décide par lui-même, soit il continue avec une composition manquante, où il manque 7 sièges, soit il y aura appel à des élections partielles pour ces 7 sièges. Donc on attend Amel, mais ce qui est sûr, ce qui est clair déjà, rien d'autre n'a été annoncé, c'est que vers début mars, probablement, il y aura la prise en fonction de ce nouveau Parlement. Par la suite, on va suivre. D'accord. On ne sait pas encore grand-chose sur la deuxième chambre, puisque c'est un système bicaméral, donc on ne sait pas quand est-ce que et comment vont se dérouler les élections ou l'élection pour l'Assemblée des régions et des districts. Justement, la deuxième chambre, ça a été annoncé dans la Constitution de juillet 2022, mais le détail, l'organisation, comment ça va se passer, la Constitution, je pense, elle renvoie un texte de loi. Donc ce texte de loi, est-ce que le nouveau Parlement, parmi ses priorités, serait vraiment de se pencher sur un nouveau texte de loi, ou peut-être qu'il y aura une initiative présidentielle dans ce sens. Donc voilà, on attend. Il n'y a pas beaucoup de détails, d'éléments sur la deuxième chambre. Déjà, il faut passer par des élections régionales, parce que c'est indiqué dans la Constitution que les conseils régionaux procéderont à l'élection de 3 membres dans le Conseil national des régions. Exactement. Déjà, il faut commencer par des élections régionales. Sous quelle forme? Des élections directes. Donc, est-ce que les électeurs seront appelés à voter pour les élections régionales? Donc, des élections directes? Non. Donc, tous ces détails-là, c'est vraiment le grand point d'interrogation. Donc je pense que ça va faire l'objet de beaucoup de débats, de réflexions. Mourakiboun même on compte commencer à organiser une série de débats, réflexions. On va se poser beaucoup de questions avec des profs universitaires et des spécialistes pour déjà commencer à décortiquer un peu tout ce chapitre dans la Constitution qui parle de la deuxième chambre. Mais parfois, on se pose même la question de l'opportunité ou la pertinence même de cette deuxième chambre, d'élections régionales même. Donc, beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça. Les élections municipales aussi, il ne faut pas oublier que les conseils municipaux élus en 2018 sont presque c'est les 3 mois de la fin de leur mandat. Et donc, la Constitution, la loi électorale, l'ancienne loi électorale stipule que les 3 derniers mois du mandat, il faut procéder à des élections. Aussi, un autre point d'interrogation, est-ce qu'ils vont être maintenus, ces conseils, pour une petite période? Il y a aussi l'idée, ça a commencé à être discuté, revenir peut-être à l'idée des délégations spéciales, temporairement. Donc voilà, c'est le flou total, il n'y a pas de visibilité par rapport aux collectivités locales, que ce soit municipalités ou conseils régionaux. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, peut-être d'autres détails concernant les élections du dimanche dernier? Moi je pense vous avez encore des chiffres? Non, au niveau des chiffres, on aura le temps d'analyser en profondeur tous ces chiffres, mais je viens juste d'annoncer 4 grands chiffres pour moi personnellement qui m'ont interpellée. Mais ceci étant, donc il est clair que c'est pas le jour du vote qui est le plus important,
c'est plutôt le processus, le degré d'adhésion, d'acceptation, d'inclusivité dans le processus qui peut mener à un jour de scrutin vraiment attendu par tous les Tunisiens. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est vraiment un appel pour que nos responsables du plus haut sommet de l'État, à l'ISI, aux partis politiques, aux médias, à la société civile, vraiment d'analyser tout ce processus en profondeur, avec beaucoup de responsabilité aussi, de tirer des leçons, parce qu'on va prochainement, ce qu'il me semble, se lancer de nouveau dans des processus électoraux. Si on va traîner tous ces problèmes et faire comme si rien n'était, et faire le passage en force, tout le monde refuse de se remettre en question, donc ça va être vraiment, à mon sens, chaotique même pour les prochains processus électoraux. Rajée Jabri, merci infiniment d'être passé. Merci surtout pour toutes ces informations, pour toutes ces données que vous avez exposées et analysées. Ça nous a rendu, comment dire, ça nous a appris beaucoup de choses sur le déroulement de ces dernières élections. Et à très bientôt. Merci. Merci à vous et à Mouraqiboul. Merci.